Bon, allez, c'est la 61e édition de la revue de la semaine. La semaine passée, il n'y en a pas eu pour une raison simple, c'est que c'était la pause des vacances, tu parles. Et je les ai passés, ces 8 jours de congé à Marseille, où il faisait un temps magnifique. Donc j'étais très heureux. Allez, générique. Bon, dis donc, j'espère que vous serez tous là le 5 mai, c'est pas tout de me regarder, hein. Il faut se mobiliser. Bon, si vous pouvez pas, vous pouvez pas, hein. Je vais pas vous faire la honte, mais quand même, si vous pouvez, bah, il faut venir. Parce qu'on a besoin d'être le plus nombreux possible pour montrer à M. Macron que son projet de société rencontre une résistance. S'il n'y a pas de résistance qui se voit, bah, hein, c'est un encouragement. Hein. Vous savez, il entend les messages. Hein. C'est pas pour rien que depuis 2 jours, il nous tape dessus avec une violence verbale tout à fait incroyable et indigne. Hein. Bon, alors je compte sur vous, hein, les gens. Maintenant, je viens sur des sujets graves. D'abord, les questions internationales. Parce que je voudrais que, quand la machine de guerre et de propagande va se mettre en mouvement, je crois que c'est important qu'il y ait le maximum de gens qui gardent la tête froide, qui sachent de quoi on parle vraiment. Il s'agit évidemment de la situation au Moyen-Orient. Comme vous le savez, depuis quasiment la fin de la guerre de Syrie, les puissances qui ont été battues dans cette histoire cherchent une revanche. Et en même temps, une manière de contenir le danger qu'ils croient voir après que le régime de Bachar el-Assad ait fini par gagner la guerre avec l'appui des Russes. Alors, que se passe-t-il ? On voit sur place deux types d'alliances se constituer, qui sont des alliances qui paraissent incroyables, compte tenu de qui sont les différents protagonistes. D'un côté, vous avez l'Arabie Saoudite et plus ou moins de bon gré les autres Émirats et Israël. Et de l'autre côté, vous avez l'Iran et notamment la Syrie et ainsi de suite. Enfin, on a là on voit à peu près les contours qui peuvent avoir des bouts changeants suivant les moments, mais voilà les deux coalitions qui s'affrontent. Et le sujet qui permet le déclenchement du choc, c'est en ce moment la question du nucléaire iranien. Alors le nucléaire iranien, on pensait la question réglée, l'Iran était en train de se doter d'armes nucléaires, et il y a eu un accord international pour empêcher cette dissémination. Donc l'Iran a accepté un certain nombre de conditions et les a respectées, et les autres puissances ont contrôlé, vérifié, puis elles aussi accepté qu'on en reste là. Là-dessus arrive le gouvernement Trump et une politique extrêmement active du gouvernement d'Israël qui veut frapper les installations iraniennes comme ils l'ont fait il y a très longtemps de cela. Parce qu'ils pensent que l'Iran est en danger et que, notamment dans la mesure où c'est M. Bachar el-Assad qui a gagné en Syrie, eh bien les Iraniens qui ont aidé Assad vont peut-être éventuellement prendre pied en Syrie et éventuellement défendre ce pays, alors que le projet initial c'était de découper la Syrie en petits morceaux et qu'il y en avait un morceau pour chacun des protagonistes. Je ne vais pas entrer dans le détail de cette carte, mais voilà, vous avez compris, 2 alliances qui se forment. Et là-dessus, les États-Unis d'Amérique, dirigés par Trump, décident qu'ils remettent en cause l'accord nucléaire. Alors nous autres Français, l'accord nucléaire, on se sent très concernés parce que c'est les gouvernements, le ministre M. Laurent Fabius qui faisait la politique qui a permis de conclure cet accord avec l'Iran. Alors, bon, en gros, Trump veut mettre par terre l'accord en disant bon c'est fini, il n'y a plus d'accord, et donc c'est en quelque sorte un permis de frapper qui est donné à Israël, et évidemment l'Arabie Saoudite qui veut se débarrasser des Iraniens parce qu'il les accuse d'intervenir au Yémen. Vous suivez, hein? Faut quand même un peu s'intéresser à la carte et comprendre comment ça se passe. Alors, le moment clé, c'est la réunion du Congrès nord-américain qui va avoir lieu le 12 mai. Et ce jour-là, Trump va obtenir qu'on revienne sur, les États-Unis d'Amérique reviennent sur l'accord avec l'Iran. Et donc, à partir de là, la porte est ouverte à la guerre. Alors comment il s'y prend pour remettre en cause cet accord? Alors il dit nous manquons de garanties et puis de toute façon nous avons des nouvelles clauses que nous voulons rajouter.
Alors les clauses qu'ils veulent rajouter, c'est à propos de la portée des missiles que l'Iran est capable de faire. Et puis surtout, il y a ce qui est le révélateur, qui montre que tout ça est bidon. C'est une phrase sur la volonté hégémonique de l'Iran dans la région. Bon, là, la volonté hégémonique dans la région, tout le monde l'a. Donc quand on met ça, ça veut dire qu'on se met sur un terrain qui est incontrôlable. Qu'est-ce que c'est que la volonté hégémonique on ne sait pas. Est-ce qu'on met en cause l'intervention de l'Iran quelque part? Pourquoi pas? On pourrait dire, on ne veut pas de vous ici, on ne veut pas de là, mais ça serait quelque chose de précis. Et au moins, on aurait de quoi discuter. Tandis que là, on voit que ce n'est pas le cas. Alors, il s'est passé plusieurs choses très importantes de manière concomitante. D'abord, comme tout le monde a compris que ce qui est en cause, c'est une entrée en guerre plus ou moins imminente sur l'Iran, eh bien, pratiquement, tous les pays sont en train de s'ordonner d'un côté ou de l'autre. Hein. Par exemple, dans le Maghreb proche, c'est là que ça finit par nous concerner, parce que le Maghreb proche de la France, c'est un peu notre cour commune, hein, on est tous ensemble là au bord. Marocains, Algériens, Tunisiens, Libyens, on est tous là, quoi. Alors là, on voit aussi sur cette façade des gens commencer à s'aligner. Le royaume du Maroc, de longue date, est proche des Saoudiens. L'Algérie est plus méfiante et plutôt tournée de l'autre côté, c'est-à-dire côté iranien, mais je dis plutôt parce que c'est pas vrai non plus qu'ils soient alignés, c'est pas vrai. C'est seulement qu'ils veulent pas entrer dans des conflits avec les Iraniens. Donc tout le monde est en train de plus ou moins se lier. Et puis après, il y a eu d'autres phénomènes qui sont venus aggraver les choses. D'abord, la conduite erratique du président français. Dans un premier temps, comme on avait signé l'accord et qu'on avait été les agents les plus actifs de la signature de cet accord, eh bien, le gouvernement français disait, nous, l'accord, il nous va très bien, c'est comme ça, stop. Et les Iraniens, et comme tout le monde dans l'arène internationale, dit la même chose. Vous signez un accord, c'est-à-dire que la discussion est terminée. Pas que vous revenez 8 jours après pour dire, tiens, on a changé d'avis, ou il y a encore autre chose qu'on veut rajouter. Ça n'existe pas dans des relations pacifiques et mises en ordre. Et tout d'un coup, Macron a changé de registre pendant qu'il était aux États-Unis, et il a dit, il faut qu'on reparle de tout ça, parce que je peux pas... Il y a une tension qui existe, et voilà, je fais des propositions. C'est curieux, les propositions, c'était pile poil ce que venait de dire Trump. Et notamment le fait qu'on renégocie l'accord. Il faut bien comprendre que dire renégocier l'accord, c'est une manière de faire comme si c'était les Iraniens qui ne voulaient pas négocier. Mais en vérité, c'est un véritable viol des traditions les plus constantes de la vie internationale. Quand vous signez un accord, c'est-à-dire que la discussion est terminée, ça y est, tous les sujets ont été abordés, on est tombé d'accord. Ça s'appelle pour ça d'ailleurs un accord quand on signe. Alors si vous revenez à la charge 6 mois après en disant on a oublié quelque chose, on va rajouter des choses, tout le monde comprend que vous êtes de mauvaise foi. Hein. Et c'est d'ailleurs bien ce qui se passe. Alors, le comportement, quand vous mettez bout à bout, le royaume du Maroc qui décide de rompre ses relations et qui fait une démarche contre l'Iran, que vous avez les Français qui tiennent des propos bizarres. Je dis bizarre parce que juste après avoir dit qu'il était d'accord avec Trump, à nouveau Macron redit autre chose une fois qu'il est rentré en France. Franchement, vous savez, il faut suivre tous les jours pour arriver à comprendre ce que les uns et les autres vont faire. Mais moi, je perds jamais le fil parce que je sais qu'il s'agit de la paix ou de la guerre dans une région très sensible pour la raison qu'on s'y trouve. Hein. Voilà pourquoi elle est très sensible. Et puis que ça peut provoquer une guerre majeure et généralisée. Alors, après ça, le gouvernement israélien en a rajouté une couche. On voit bien la guerre, quel intérêt ça a pour M. Netanyahou, qui est pris dans toutes sortes d'histoires judiciaires. Mais c'est surtout qu'ils ont fait voter au Parlement une loi qui dit que le ministre de la Défense et le chef du gouvernement peuvent décider d'une action militaire sans qu'il y ait de réunion du gouvernement ni de l'Assemblée, s'ils estiment que ce sont des conditions extrêmes. Alors il y a l'Institut pour la démocratie en Israël qui dit mais qui est-ce qui va décider de ce qui est extrême ou pas? Donc bref, tout le monde a compris que tout ça, ça voulait dire que la possibilité est donnée à M. Netanyahou, qui est quand même le chef d'un gouvernement de droite et d'extrême droite, d'entrer en guerre quand il décidera de le faire contre l'Iran ou contre ses voisins. Donc on a une situation très dangereuse, les amis. Vous avez bien compris de quoi il s'agit. Ne vous laissez pas embarquer dans les arguments où il y aurait des gentils et des méchants. Dans cette histoire, tout le monde est méchant, comme dans toutes les guerres. Mais pour nous, Français, le souci, c'est que, premièrement, il n'y ait pas de guerre, et deuxièmement, que s'il y a conflit, ça n'aille pas s'étendre à tout le bassin méditerranéen et nous embringuer d'un après l'autre, comme ça a été le cas
pour la Première Guerre mondiale. C'est un enchaînement de même nature. Hein. Truc agresse bidule, lequel est l'allié de choses, qui se met en guerre contre... Bon, et ainsi de suite. Et à la fin, tout le monde est en guerre contre tout le monde au nom d'accords bilatéraux. Voilà. Donc on doit tout faire pour empêcher la guerre généralisée. Donc être dans ceux qui argumentent, hein, dans ceux qui expliquent, dans ceux qui rendent plus difficile le fait de se mettre en guerre ou de s'aligner avec un camp ou avec un autre. Nous autres, les Français, on aurait été plus forts si on s'était un peu mis comme facilitateur d'entente, d'accord, dire bon, alors quoi, il y a un problème, lequel, quelles sont les garanties, alors c'est des choses qui ne se font pas publiquement, quelles sont les garanties que les uns et les autres demandent. Alors nous, on a aussi nos propres intérêts, nous les Français, dans cette histoire. Non seulement, comme je viens de vous le dire, que ça ne se répande pas dans toute la zone, mais nous, on est contre la dissémination des armes nucléaires. C'est pour ça qu'on a signé l'accord avec l'Iran. C'est parce qu'on est contre le fait que d'autres pays encore s'arment en guerre avec des armes nucléaires. Donc nous étions satisfaits de l'entente qui s'est produite avec les Iraniens. Bon, voilà. Et maintenant, il s'agit de protéger tout ça. Alors ça, c'était le point 1 international que je voulais aborder avec vous. Et maintenant, je viens sur un autre point international, et il s'agit de moi. J'ai un programme international tous les ans. J'ai un programme de déplacement, de rendez-vous. Je suis obligé de faire très attention parce que je dois mixer ce calendrier avec une de mes propres occupations ici en France comme parlementaire. Donc je suis obligé d'attendre les moments où il y a moins d'actualité parlementaire ou des vacances parlementaires. Mais encore faut-il que ça corresponde avec les dates. Alors, pour cette année 2018, j'ai normalement programmé 2 voyages qui me paraissent importants, l'un en Russie, l'autre aux États-Unis d'Amérique. Il y en a d'autres également qui vont avoir lieu. Je me suis déjà rendu au Portugal pour signer l'accord entre le Bloco, Podemos et nous pour faire des listes européennes ensemble. Je vais me rendre à Hambourg d'ici sans doute à la fin du mois de juin pour présenter, Hambourg est en Allemagne, une conférence sur l'ère du peuple, qui est d'autant plus importante que mes camarades en Allemagne sont un peu hésitants sur ce qu'il y a lieu de faire et quels sont les... Ils essayent de comprendre ce qu'a fait la France insoumise et j'ai besoin, moi, d'aller leur expliquer de vive voix ce que c'est que l'ère du peuple. Alors il y a ça, en début juillet, j'irai à l'université Complutense à Madrid faire une conférence aussi dans le cadre des journées d'été de Podemos et peut-être qu'avant la fin de l'année, j'irai au Québec également. Alors il y a tout ça, et puis là, je m'en vais en Russie pour le 8, 9, 10 mai. Alors qu'est-ce que je vais faire là-bas? D'abord, je suis content d'y aller. Parce que je crois qu'il faut qu'on montre que c'est pas une direction taboue. Les Russes sont des partenaires, pas des ennemis. Quoi qu'on pense du gouvernement, hein, ce sont des partenaires, pas des ennemis, et on circule, on va, on vient, on parle. C'est très important de maintenir cette ambiance. La deuxième raison, surtout en période comme en ce moment où tout le monde est crispé. La deuxième raison, c'est que j'avais promis à Sergueï Udaltsov d'aller le voir. Sergueï Udaltsov, c'est le président du front de gauche russe. Et il a eu un mauvais sort. Il a été en prison pendant 4 ans, du fait de son activité politique, qui a été estimée comme une activité délictueuse par les autorités russes. Et quand Sergueï est sorti de prison, la première personne qu'il a remerciée pour s'être rappelé de lui, moi, hein, c'est moi bien sûr, et il a adressé des remerciements à sa sortie de prison. Et donc ça m'a touché de voir que ce gars ait fini par apprendre que nous, on le défendait, qu'on intervenait pour qu'il sorte de prison, et ainsi de suite. Donc j'avais promis d'y aller et j'y vais. Et je veux y aller et je veux que vous sachiez bien et que vous puissiez répondre le jour où on vous posera la question. Mélenchon, il est allé en Russie parce que les Russes sont des partenaires et il est allé voir un opposant, Sergueï Udaltsov, d'accord? Un gars qui sortait de prison. Mais c'est pas la seule chose que je vais faire en Russie. Je voudrais me joindre à un moment au peuple russe. Et comment le faire? C'est pas facile hein, quand on est un Français, qu'on est extérieur, que notre pays change d'avis toutes les semaines sur l'attitude à avoir à propos de la Russie, que nous-mêmes, le gouvernement français a été faible, il a accepté un régime de sanctions absurde qui nous nuit et qui sert à rien, qui n'a aucun impact sur l'économie russe, mais par contre sur l'économie française, on sent passer notre douleur. Eh bien, il y a un moment, quand on est tout ça, c'est difficile. J'ai trouvé que le mieux à faire pour moi, pour montrer de l'attachement au peuple russe, pas aux autorités russes. Les autorités russes, c'est les Russes qui les choisissent et nous, on discute pas ça. Hein. On fait avec le gouvernement, quel qu'il soit.
Eh ben, j'ai trouvé que la date du 9 mai, c'était la bonne. Pourquoi? Parce que le 9 mai, c'est la date de la victoire sur les nazis, et sur la Wehrmacht, l'armée allemande, ainsi que les différentes divisions SS qui avaient envahi la Russie. Et c'est parce que les Russes, à partir de Stalingrad, ont inversé le cours de la guerre, écrasé l'armée allemande en Russie, et commencé à déferler dans toute l'Europe de l'Est, que les alliés américains et anglo-saxons ont pu débarquer en Normandie et qu'on a pris en étau comme ça ce qui restait de l'armée allemande et nous l'avons détruite jusqu'à la capitulation sans condition le 9 mai 1945. Alors évidemment, l'ardoise a été particulièrement salée pour les Russes parce qu'ils ont perdu 20 millions de personnes dans l'affaire. Ça a été une guerre horrible. Ce qui est injuste, c'est que maintenant, souvent, on oublie ce qu'on leur doit. J'ai lu des sondages, vous savez, après-guerre, tout le monde savait que c'était les Russes qui avaient fait le gros travail de libération de l'Europe. Et puis les sondages récents, les gens croient que c'est les Américains et les Anglais. Ils ont joué leur rôle, hein. Mais non. C'est l'armée russe qui a fait le gros du boulot pour écrabouiller l'armée allemande. Alors, le 9 mai, il y a d'abord, le 8 mai, il y a une célébration, parce que nous, on est décalés, hein, c'est pas le même calendrier. On n'a pas signé au même moment, enfin bon, bref, c'est pas la même date. Nous, c'est 8 mai, eux, c'est 9 mai. Donc moi je serai le 8 mai à l'ambassade de France et je célébrerai avec les Français de Moscou qui sont là le 8 mai et on le fera en compagnie des représentants de l'escadrille Normandie-Niemen. Alors vous ne le savez pas, certains d'entre vous le savent, mais le général de Gaulle avait accepté qu'on fonde une escadrille avec des Français de la Résistance et des Russes, et c'était l'escadrille Normandie-Niemen. Il y a une association et il y a un régiment qui est l'héritier de cette escadrille. Alors j'irai célébrer ça, et puis le lendemain, le 9 mai, il y a ce que là-bas ils appellent la marche des immortels. Alors chacun vient, n'importe quel Russe comme ça, là, il vient, et il porte un portrait de son parent, soit de soldat, soit civil, qui a résisté aux Allemands et aux nazis pendant la guerre, et qui en est mort. Hein. Donc on célèbre leur mémoire pour rappeler que jamais les nazis ne nous vaincront, ni les fascistes, et qu'on est prêt à faire ce qu'il faut pour ça. Alors en ce moment, j'aime vous dire que je trouve l'idée bien inspirée. Au moment où des nazis et des fascistes, il y en a partout dans tous les pays qui ressortent la tête de l'eau, et qui espèrent qu'on oublie les crimes dont ils sont coupables, et dont ils se sont rendus coupables à cette époque-là. Donc le 9 mai, je serai là. Je ne sais pas quelle petite pancarte je vais avoir avec moi. Peut-être que je prendrai celle d'un aviateur de Normandie-Niemen. Je trouve que ça serait bien. Et ça, c'est un moment où on participe avec le peuple russe à la célébration de son martyre et de sa victoire. Hein, parce que à la fin, eh ben, c'est nous qui avons gagné. Alors, je dis nous, bon, tous ceux qui ont lutté contre les nazis et qui continuent à lutter contre eux. Donc, je pense que c'est un moment, s'il y a 2-3 journaux qui en parlent, bah, tant mieux. Hein, voilà. Alors, évidemment, je connais d'avance les langues de vipères qui vont recommencer, hein, je dis vipères parce que je suis un homme poli et cultivé, qui vont recommencer comme d'habitude à expliquer Mélenchon en Russie, ah mais pas de peau, hein, c'est pour voir un opposant, c'est pas pour voir Monsieur Poutine. J'espère rencontrer des homologues de la Commission des Affaires étrangères, j'espère rencontrer le ministre des Affaires étrangères russe, parce que c'est un personnage extrêmement important sur la scène internationale. Monsieur Lavrov est une forte personnalité, et donc ce serait bien de pouvoir échanger, puis aussi qu'eux reçoivent des signaux qui disent bon ben les Français, on peut parler avec eux, tout le monde est là. Voilà. Je vais essayer de me rendre utile d'une manière un peu délicate, hein, mais quand même de le faire, étant évidemment le représentant d'un nombre considérable de Français. On est quand même 7 millions à s'être retrouvés ensemble à l'élection présidentielle. Voilà, et je vous garantis que en Russie, moi, je tiendrai parole. Je ne dirai pas de mal de mes compatriotes, ni même du président de la République, dont j'en pense beaucoup. Bon, les gens, je vais vous parler d'autre chose maintenant. C'est la question de la violence dans la rue. Alors, vous savez, celle qu'il y a eu à la fin du 1er mai. Je la condamne. Et je demande qu'on entende bien mes arguments. Nous, quel est notre but? Rassembler le plus de monde possible pour montrer que la société française réagit pour s'opposer au projet de société que Macron est en train de faire vivre. Je dis bien la société, et je dis bien Macron est en train d'essayer de faire vivre une autre société en France, une société de compétition, une société d'égoïsme, une société où dominent les prétendus premiers de cordée, pendant que les autres sont premiers de corvée,
les millionnaires et les très riches. Tout le monde le sait tout ça, d'accord? Il y a une stratégie. Nous suivons une stratégie. Cette stratégie, c'est rassembler le plus largement possible. C'est-à-dire fédérer tous ceux qui sont déjà dans des luttes et ceux qui n'y sont pas, parce que tout simplement, ou ils ne sont pas eux-mêmes salariés, ou ils sont en formation, ou ils sont à la retraite, d'accord? C'est ça l'objectif. Et je ne suis pas d'accord pour que cet objectif soit confisqué par une poignée de gens qui, en quelque sorte, récupèrent toutes nos luttes, récupèrent nos cortèges, nos manifestations, pour se livrer à des activités qu'ils qualifient, eux, de révolutionnaires. Je vais vous en dire un mot. Mais d'abord, je vais leur dire ça. Si vous êtes si sûr que c'est ça, la bonne action, allez la faire dans les manifs de droite. Allez la faire dans les manifs d'extrême droite ou dans les regroupements d'extrême droite. Mais pourquoi vous venez que dans les manifestations qui sont celles du mouvement ouvrier syndical ou des organisations de la gauche? Mais pourquoi vous êtes venus attaquer notre propre scène le jour de la manif du 23? Et vous êtes... c'était tellement nul ce que vous avez fait, c'était tellement contre nature, que les gens qui étaient là, les braves gens, sont regroupés pour les chasser en criant « les fascistes dehors ». Ils étaient persuadés que c'était l'extrême droite qui nous attaquait. Donc on voit bien qu'il y a quelque chose de complètement contradictoire à se réclamer d'une action révolutionnaire de gauche et à commencer par frapper ceux qui se mobilisent là-dessus et à récupérer leur lutte, d'accord, à faire comme si c'était la vôtre. Encore une fois, si vous pensez que c'est la bonne façon de le faire, faites-le de votre côté. Mais ne venez pas nous prendre notre propre travail, notre propre capacité de regroupement, de rassemblement. Ça prend beaucoup de temps de faire vivre une belle et grande marche ou une grande manifestation. Organiser un beau 1er mai, ça prend beaucoup de temps. C'est beaucoup de travail. Et il faut laisser la parole aux postiers, aux gaziers, aux cheminots, garçons et filles, aux infirmiers, garçons et filles, à tous ces métiers qui s'expriment à cette occasion. Et donc vous confisquez la parole. Parce que là, ça fait 2 jours que ça dure, qu'on nous parle que de ça, des violences. On ne parle plus d'un seul cas social. Hein. Alors maintenant, je viens sur l'autre aspect de ce qu'on me dit. On me dit la société est violente. Bien sûr que je le sais que la société est violente. La société est en colère, mais bien sûr que je le sais. La violence, je la vois. 565 morts au travail tous les ans, personne ne dit rien. Hein? Bon, un paysan qui se pend tous les 3 jours. Et combien d'autres violences, tous ces gens qu'on voit dans la misère autour de nous. Donc je le sais, et la colère, je la connais. Mais je ne me contente pas de regarder, puis tout d'un coup, exploser de rage en cassant des vitrines. Quel est le sens révolutionnaire de cette agression? Il n'y en a pas. Il y a un sens contre-révolutionnaire, oui, parce que ça divise les salariés qui viennent manifester, ça divise le peuple qui se rassemble entre ceux qui sont d'accord, ceux qui ne sont pas d'accord, et ainsi de suite. Et puis, je vais aller au fond. Une stratégie révolutionnaire, moi j'en suis partisan, j'en ai une, j'en pratique une. C'est celle de la révolution citoyenne, c'est la reconquête du pouvoir par la masse, le très grand nombre, pas une poignée de gens qui se cachent, qui se dissimulent et qui cassent en cours de route. Et comme j'ai pas mal vécu jusque-là, je peux vous dire que j'ai vu comment, de fil en aiguille, on va comme ça augmenter le niveau de la violence. Et à la fin, il y a quoi? C'est quoi la tactique violente, révolutionnaire? La guérilla de rue, admettons. Qu'est-ce que ça donne? Dans quel pays ça n'a jamais réussi une seule fois, une tactique comme celle-là? Non, c'est toujours les nôtres qui sont morts les premiers. Et c'est toujours eux qui se coupent du très grand nombre. Par conséquent, je dis, mais c'est une divergence politique que j'assume, et je demande à chacun d'y réfléchir, et en particulier à tous ceux qui veulent concourir à une activité révolutionnaire. Ça, c'est pas une activité révolutionnaire. Organiser la grève, organiser une marche, sensibiliser, conscientiser, oui, ça, c'est des activités révolutionnaires. Mais sortir le dimanche pour tout casser, non. Non, ça, c'est pas une activité révolutionnaire. L'activité révolutionnaire, elle doit se donner pour objectif le changement du pouvoir. Et il faut donc dire comment on compte le faire changer. Pas se gargariser avec des mots. Hein. Voilà. Alors, ceux qui n'aiment pas la voie démocratique, les élections, les manifestations et la conscientisation, moi je l'entends, hein, je sais qu'il y a des gens, je ne les convaincrai pas. Mais ce que je leur demande, c'est d'arrêter de nous attaquer, de s'en prendre à nous, d'attaquer nos scènes, de détourner le sens de nos manifestations par des violences. Voilà. Alors, moi j'ai dit ce que j'avais à dire. Et le dommage de tout ça, c'est que, à cause de ça, ça permet au pouvoir, 1, de nous taper dessus pendant 10 jours, 2, de diffuser sans arrêt des images de violence qui font peur à tout le monde, qui démobilisent les gens, d'accord? Et puis, troisièmement, pendant ce temps-là, on ne parle pas de la violence de l'extrême droite, parce qu'elle, elle est autrement plus visible dans la société. Hein, parce que l'autre jour, quand ils étaient dans la montagne,
en train d'essayer d'empêcher les pauvres diables de passer dans la neige. Où ils étaient, là, les héros de la bataille rangée dans la rue? Il n'y avait personne. Et c'est au contraire des gens très pacifiques et pacifistes qui ont aidé les migrants à traverser. Et c'est eux qui sont en prison, d'accord, aujourd'hui. Il faut s'en souvenir de ça. Ça permet d'oublier la violence de l'extrême droite, parce que dans ce pays, les vrais violents sont ceux qui ont essayé de m'assassiner, qui ont essayé d'assassiner M. Castaner. Les vrais violents, c'est ceux qu'on voit se réunir en petites bandes homophobes qui tabassent dans la rue des gens à qui ils reprochent d'être homosexuels. Le racisme et toutes ces choses, on n'en parle plus. Hein, et tout d'un coup, nous voilà obligés tous de passer des heures à nous justifier, à expliquer qu'on n'a rien à voir avec ces violences. Donc moi je veux le dire, je ne suis pas homme à contourner ou à biaiser. La stratégie de la révolution citoyenne est incompatible avec les violences urbaines. Ce n'est pas la même lutte, parce que nous n'avons pas les mêmes objectifs. Les uns veulent en finir, naturellement, par leur action en cassant des vitrines à leur fin, et nous voulons y arriver par l'action du très grand nombre, de la très grande masse. Et la meilleure manière de rendre compte de la colère de la société, c'est de la donner à voir et de lui permettre de s'exprimer. C'est de donner la parole aux gens qui souffrent et pas de la confisquer, masquer et casquer. Le jour, et je dis ça pour La République En Marche, le jour où nous aurons besoin de dire ou de faire les choses, nous les ferons nous-mêmes, à visage découvert, comme nous sommes en train de le faire en ce moment. Et nous accuser d'être les responsables de ces violences, c'est un confort que vous vous donnez. Les vraies violences, c'est vous, La République En Marche, parce que ce sont vos députés qui se sont livrés à des actes de violence, au moins 2 d'entre eux, parce que c'est vous qui avez confisqué 4,5 milliards d'argent qui allait dans le service public pour le donner aux très riches, chez vous les violents. Vous n'avez jamais un mot contre la violence sociale qui s'exerce contre le pauvre peuple. Par conséquent, je crois qu'il faut que les choses soient bien claires. Nous ne sommes pas d'accord avec cette méthode, et pour autant, nous ne permettrons pas à La République En Marche ni de nous la coller sur le dos, ni de faire son petit travail, sa basse besogne, qui est de faire comme si l'extrême droite n'existait pas dans ce pays, d'accord? Comme si elle n'avait pas d'action violente. Parce que M. Collomb, il n'a encore pas arrêté un seul de ces types qui avaient là-haut dans la montagne avec leurs hélicoptères et le reste, avec des gens qui venaient, qui sont interdits en Grande-Bretagne et aux États-Unis. Ils ont pu rentrer sur le sol français et ressortir sans avoir un seul problème. Là, voilà les questions qui se posent à propos du pouvoir. Quant au reste, on me dit, qu'est-ce que vous comptez faire? Je vais vous dire, rien. Nous n'allons pas constituer des milices armées. Nous avons de gentils services d'ordre, des gens tranquilles. Vous avez des instituteurs, vous avez des ingénieurs, garçons et filles, qui sont là dans ces services d'ordre. Nous demandons à l'État de garantir notre sécurité. Nous sommes pour que le maintien de l'ordre soit une opération publique et pacifique. Et nous pouvons l'exiger. Et s'il y a le moindre problème avec nous, ça ne sera pas de notre faute. Bon, alors je compte sur vous pour les petits pouces bleus, si ça vous plaît, parce que comme ça nous classe dans les bonnes tendances, ça nous encourage à faire le boulot. Je vous signale que les abonnés, ça monte. Si vous n'êtes pas abonné, vous regardez ça pour la première fois, que ça vous intéresse de savoir ce que je raconte, vous cliquez, vous abonnez, c'est gratuit, hein, pour ceux qui ne peuvent pas, et pour ceux qui n'aiment pas payer. Bon, alors vous pouvez vous abonner gratuitement, et puis nous, ça nous encourage, on est déjà 375 000, hein. Bon, alors on monte tout doucement, mais on monte, c'est mieux que ceux qui descendent, hein. Vous n'avez qu'à regarder les comptes de Madame Le Pen et des autres, ben, ils descendent, nous on monte, hein. Il faut espérer que ce soit de bon augure pour la suite.